Bonjour tout le monde, vous êtes sur Informatio. Dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de la liste des livres dont je souhaite parler sur la chaîne, et puis d'autres qui valent la peine d'être lus, je vais en rajouter en plus, comme ça. En touchant seulement quelques mots, comme ça, si vous voyez un truc qui capte votre attention, il y a un petit résumé, et vous pourrez déjà commencer à le lire, au lieu d'attendre 50 ans que j'en fasse une vidéo, quoi. Donc c'est une vidéo conseil de lecture. Alors il y en aura quelques-uns là que j'ai en anglais, mais normalement, en général, il existe des versions traduites, hein. Et voilà, ils sont un peu en vrac, il n'y a pas d'organisation thématique, je les ai pris un petit peu comme ils étaient rangés dans ma bibliothèque. Alors je commence par l'évangile de Thomas, mais ici pour être plus exact, en fait ça devrait s'appeler Osho vous apprend la vie en citant l'évangile de Thomas. Parce que l'évangile ici en fait n'est qu'un prétexte, c'est avant tout un texte de commentaire. L'évangile présent dans le livre n'est en fait même pas complet, doit représenter à peine 1% du livre. Donc si à la limite, si ça vous intéresse, il faudrait plutôt acheter le livre de Jean-Yves Leloup, que je recommande aussi, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un livre très agréable à parcourir et à mettre entre toutes les mains, je le recommande fortement. Imaginez un vieux sage qui s'adresse à vous, comme il s'adresserait à n'importe quelle personne prise au hasard, et qui vous explique en fait les choses de la vie qu'on s'est tous demandé sur notre existence, notre psyché, par des histoires concrètes et à la portée de tous. Et ben ça c'est Osho quand il a écrit ce livre. Donc recommandé bien sûr, et puis d'ailleurs il faudrait peut-être que je m'intéresse aux autres ouvrages de l'auteur, parce que c'était vraiment bien. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, un best-seller, ça a fait le tour du monde il me semble. Un livre qui s'est bien vendu donc, c'est une sorte de manuel de paix intérieure, très clair, didactique, sur la nature du mental, et tous les problèmes qu'il apporte si on le laisse nous dominer. En expliquant bien sûr comment essayer de s'en défaire en développant ce qu'on pourrait appeler l'état de présence. Donc c'est pas forcément évident à résumer, mais je pense que c'est un livre porteur d'une influence extrêmement positive dans l'ensemble, et donc à mettre entre toutes les mains. Lisez-le, essayez, vous verrez bien. Vous apprendrez, je pense que vous apprendrez forcément des choses sur vous-même. Le Golem, écrit par Gustav Meyrink, voilà, on me l'a offert, j'ai découvert ça par hasard, mais je crois que je me mettrai à lire d'autres ouvrages de l'auteur aussi, parce que c'était vraiment bien. Je lis rarement des romans, c'en est un, et en général j'y trouve peu de matière à méditer, mais parmi ceux pour lesquels c'est le cas, eh bien je vous recommande celui-là. Alors là on est en plein dans le roman, on va dire, teinté d'occultisme, avec parfois vraiment des perles de dialogue, surtout grâce au personnage de Hillel, le juif ésotériste. C'est une histoire fantastique assez particulière, on a un protagoniste en proie à une vie intérieure en plein chamboulement, et je vais pas spoiler, je vais pas vous en dire beaucoup, mais l'histoire c'est qu'il trouve, je me souviens plus du début de l'histoire, mais il trouve un chapeau quelque part sans faire attention, il croit que c'est le sien, il le met. En fait, c'est pas le sien, et en fait, toute l'histoire va être son aventure à travers la peau de quelqu'un sans qu'il soit conscient qu'il soit lui-même devenu quelqu'un d'autre, en fait. Enfin bon, c'est un roman fantastique, c'est assez particulier. Mais surtout, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne vraiment de la matière à méditer. Double présentation, deux pour le prix d'un. 1984 de George Orwell et Brave New World, ou Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Je les ai mis ensemble parce qu'on a ici deux romans avec des visions divergentes, mais finalement complémentaires, d'un monde où la société humaine atteint le sommet du totalitarisme. Ces deux livres sont des classiques absolus, qui doivent être lus par tout le monde. Il faudrait que ce soit obligatoire dans les programmes scolaires. Surtout 1984 de Orwell. Vous avez sûrement déjà entendu parler de novlangue, de double pensée, de ministère de la paix ou de la vérité, ou à un moment ou à un autre. Et bien tout ça c'est d'Orwell. Deux livres qui sont des mises en garde contre une société de contrôle total, où la soif instinctive de liberté de l'humain est réprimée par tous les moyens possibles. Donc le fond de ces livres-là est très politique, et ils sont aussi très pertinents par rapport au monde réel. C'est pour ça qu'il faut les lire. Ensuite, on a Influence et manipulation de Robert Cialdini. Lecture très utile puisqu'elle présente en fait les techniques de base les plus exploitées pour influencer les gens et les manipuler. En particulier s'il s'agit de leur vendre ou de faire signer quelque chose. De quoi ça parle? Eh bien, en tant qu'être humain, nous avons des failles psychologiques et comportementales qui nous rendent facilement manipulables pour qui les connaît. Et donc, eh bien, il est important que nous en soyons conscients pour mieux s'en prémunir, et c'est à ça que sert ce livre. Avec toujours des exemples concrets à l'appui qui sont très intéressants. Ensuite, nous avons Sociologie du gamer, puisqu'on dit bien gamer aujourd'hui, c'est le jargon, c'est comme ça, on dit pas joueur, de Adrien Sajou, dont le véritable titre, en fait, est plutôt son sous-titre, Essai sur les univers virtuels du capital. Mais bon, c'est moins accrocheur dit comme ça. L'auteur formule une critique radicale sur le rapport entre nous, les jeux vidéo et le capital.
Le mot radical ici n'est pas pour faire beau, hein, c'est un mot à prendre au sens aller à la racine. C'est un livre qui essaie d'aller à la racine du sujet. C'est pour ça que le sous-titre est important, ça ne parle pas que du jeu vidéo, ça parle du virtuel en général. Je crois que les réactions qu'a suscité le livre sont assez révélatrices de la pertinence d'une analyse critique du jeu vidéo, chose pratiquement inexistante jusque-là, donc il au moins se mérite, et montre bien la puissance du divertissement sur ses adorateurs, amoureux de leurs propres moyens d'aliénation, car on se demande bien combien se sont fermement emportés à son sujet, sans avoir cherché un instant à écouter l'auteur ou à lire le livre, comme si leur identification de gamer était menacée par un prédateur. Donc peu importe ce que je pourrais dire sur les analyses de ce livre, ne le liront, je pense, de toute façon, que ceux qui recherchent déjà une critique du jeu vidéo et du virtuel en général. Mais bon voilà, lecture finalement assez courte mais très intéressante et puis agréable à lire, il n'y a pas de jargon compliqué ou quoi que ce soit, ça s'adresse à tout le monde. La Société du spectacle de Guy Debord, livre très important. Je me contenterai de citer en fait le premier précepte du livre, puisqu'il est rédigé comme une suite de préceptes, et puis parce que je considère ne pas en fait voir le niveau pour commenter. D'ailleurs, l'auteur a lui-même écrit un livre de commentaires de son propre livre. Et je pense que vous ferez aussi bien en fait de vous procurer les deux en même temps. Ça s'appelle Commentaires sur la Société du spectacle de Guy Debord. Donc voilà, ça commence par ce précepte, je vais vous le lire, ça devrait vous donner une idée du sujet. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les 36 stratagèmes, sous-titre Manuel de l'art de la guerre, c'est un livre sur la stratégie au sens large, philosophique, voire même plus que philosophique, puisque les stratagèmes exposés sont formés en fait à partir du très ancien classique chinois, le livre des mutations, ou aussi traduit le livre des changements. Alors ça n'a rien à voir avec un livre de Clausewitz sur la stratégie militaire, c'est vraiment plutôt un véritable traité fondamental sur la ruse, qui peut pousser à des réflexions, mais parfois profondes, sur notre environnement informationnel contemporain. Car en somme, la stratégie, eh bien, c'est la maîtrise de l'illusion. C'est faire passer le vrai pour le faux, et inversement. L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer, livre très très court. Schopenhauer part du principe en fait que dans une confrontation d'opinions, eh bien les gens se fichent de la vérité. Ce qui les intéresse, c'est seulement de donner l'impression qu'ils ont raison. C'est une joute en fait, c'est un combat. Alors il a compilé dans ce petit livre eh bien, toutes les tactiques de combat permettant de remporter une joute verbale et de convaincre quelqu'un. En général l'auditoire et pas l'interlocuteur évidemment. Donc c'est un traité, alors c'est très sec, c'est très scientifique, mais aussi très éclairant, parce que je me dis que des fois on doit faire lire ce genre de bouquin, à mon avis, à tous les journalistes de plateau télé. Lisez-le, vous comprendrez pourquoi. TV Lobotomie de Michel Desmurget et Divertir pour dominer, je les ai mis ensemble parce qu'ils traitent tous les deux d'un seul même sujet, même si Divertir pour dominer, il y a d'autres sujets qui sont abordés. Hein. Mais évidemment, là, ce qui nous intéresse, c'est la télévision. Et la télévision, c'est bien le poison le plus insidieux et le plus omniprésent de notre époque. Pire qu'une épidémie, elle domine et hypnotise tous les foyers. Si vous trouvez ça délirant, eh bien écoutez, le sujet a été traité dans plusieurs vidéos, donc allez les regarder ou lisez ces deux livres et jugez par vous-même, sachant que ces vidéos dont je parle et qui sont sur la chaîne évidemment, j'ai fait une playlist exprès pour ça, se sont basées donc sur ces lectures-là. Mais allez voir ça, c'est du factuel, au moins comme ça vous ne pourrez pas jouer aux ignorants. The Seven Habits of Effective People de Stephen Covey, dont j'oublie toujours le nom dans la traduction française, mais bon, vous saurez que l'auteur c'est Stephen Covey. Eh bien, c'est un livre à offrir à tous ceux qui ont besoin de mettre un petit peu d'ordre dans leur vie, on va dire. Même si je regrette que ce genre de bouquin est du genre à écrire sur quelques centaines de pages, ce qui pourrait tenir sur quelques dizaines en réalité, peut-être que j'exagère, mais c'est pas loin de ça, il est plein de bons conseils, plein de bonnes réflexions, donc plein d'outils, il propose des outils très utiles pour arriver à faire quelque chose de positif de sa vie. Voilà pourquoi je le recommande. Neuropirate de Lucien Cerise. Le livre est un mélange d'articles et d'entretiens sur divers sujets sociaux et géopolitiques, mais dont le sujet majeur est l'ingénierie sociale, et en particulier la stratégie du contrôle par le chaos. Sujet très important. Quel est le but de cette ingénierie sociale que Lucien Cerise qualifie de piratage des cerveaux ? Eh bien, je pense que ce passage l'explique le plus succinctement. Donc je vais citer un passage au début du livre. À notre époque d'automatisation croissante du travail, le maître ne dépend plus de son esclave pour la production, et peut donc commencer à le supprimer physiquement.
Mais pour ne pas provoquer sa réaction, il doit le faire de manière furtive. Et c'est à ça évidemment que va servir ce qu'on appelle ici l'ingénierie sociale. Le titre est inspiré d'un autre livre qui vaut peut-être plus la peine d'être lu avant celui-là, mais que je ne me suis pas encore procuré. Mais je vous l'indique quand même, il s'intitule Neuroesclave. C'est une sorte de bible sur les techniques modernes de contrôle mental. Je dis bible parce que le truc, je crois, il me semble, fait 800 pages. C'est très intéressant, mais je ne l'ai pas encore lu. Bon. Mais en attendant, je peux toujours vous recommander de Lucien Cerise, ou à la limite, vous pouvez aussi regarder ses conférences, c'est très intéressant. La première et la dernière liberté de Jiddu Krishnamurti. Alors pour Krishnamurti, c'est clair, il faut que l'humanité arrête de s'attacher à des identifications artificielles. C'est-à-dire de chercher les solutions à tous leurs maux dans des idéologies ou des leaders. Parce que les idéologies, ça fout toujours la merde. Krishnamurti, c'est quelqu'un qui avait été choisi depuis un très jeune âge pour devenir le nouveau grand guide spirituel de l'humanité sous l'aile du mouvement théosophique. Mais il se trouve qu'il a préféré claquer la porte pour se libérer de toute étiquette et de tout mouvement idéologique. Il n'est pas là pour parler de religion, il n'est pas là pour jouer au gourou, il a une parole neutre, dépouillée, et il cherche en fait à sa façon à mettre en évidence la condition contemporaine aliénatoire des individus, pour les exhorter d'en sortir et de simplement être. D'où sa critique des gens qui s'attachent à des idéologies pour trouver des solutions, toujours des solutions extérieures à leurs problèmes. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y aura jamais de changement dans le monde tant que les gens n'auront pas appris à se changer eux-mêmes et à regarder profondément en eux-mêmes. Alors j'ai ressorti un petit livre de ma bibliothèque qui s'appelle Écrit pour nuire. Ce livre, j'en parle pas spécialement pour vous dire de l'acheter, c'est pas une recommandation, mais c'est pour faire un simple rappel. Toujours se méfier des gens qui distillent des idées à la jeunesse et des gens qui font des métiers concernant les enfants. C'est un livre qui montre, en prenant pour preuve quelques livres pour enfants qui traînaient dans les CDI et les rayons jeunesse de l'époque, c'est-à-dire je crois que c'est les années 80, que vos gosses peuvent se retrouver, contre toute attente, face à des histoires ou des illustrations autour du sexe, de la mort, du suicide, de la criminalité, de la drogue, parfois même dans un angle apologétique. Ce livre rappelle qu'il ne faut pas être naïf et s'imaginer que des gens de confiance régulent avec compétence tout ce qui concerne les productions culturelles des jeunes. Il faut au contraire faire preuve soi-même d'une vigilance totale. Ça m'est arrivé moi-même de trouver dans les livres de ma jeune nièce une histoire à la morale plus que douteuse, et qui derrière ces airs innocents de petits lapins anthropomorphes faisait l'apologie du meurtre et de l'impunité criminelle. Voilà, donc ça existe, et c'est ce que ce livre veut mettre en évidence. Donc il faut vraiment être vigilant. On peut trouver n'importe quoi dans les productions pour les enfants. Ensuite, alors encore un gros morceau que je recommande fortement, La crise du monde moderne, de René Guénon. Bon, déjà, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il y a une vidéo à venir sur la chaîne d'ici mai 2018. Je suis dans le montage. C'est pour moi un des livres majeurs de ma bibliothèque, et qui met en avant les causes, on va dire, métaphysiques de la décadence moderne. Sachant qu'il faut voir ici le monde moderne comme une période assez large, prenant sa racine, on va dire, à l'Antiquité classique. C'est aussi une très bonne introduction à ce qu'on appelle la pensée guénonienne et au traditionnalisme, ce qu'il appelle le traditionnalisme. Vous verrez bien quand la vidéo sera publiée. Alors un petit livre que j'avais trouvé absolument par hasard sur internet, le Kybalion, ce qui est un livre d'auteur anonyme exposant ce qu'ils appellent les lois hermétiques. L'hermétisme étant un très ancien courant ésotérique remontant supposément à l'Égypte ancienne, et basé sur un ancien texte appelé la tablette d'émeraude, ou table d'émeraude, tabula smaragdina en original. Donc c'est un exposé en fait de lois qu'on pourrait dire des lois métaphysiques en fait qui régissent tout simplement la marche de l'univers et de l'existence. Voilà, lecture très courte, dont il ne faut pas se priver parce que son enseignement, on va dire, est assez basique, c'est assez simple à lire, mais les implications sont assez profondes. Les Yoga Sutras de Patanjali, alors qui est un livre que je voulais lire depuis longtemps, et puis je l'ai trouvé gratuitement sur internet. Je vous donnerai l'adresse du site. Alors au début, il y avait un certain nombre de livres que je voulais vous présenter dans cette vidéo et qui tournaient autour du yoga ou des doctrines hindoues en général. Finalement, je ne l'ai pas fait. S'il y a un livre que je dois vous recommander sur le yoga, c'est vraiment celui-là. Si vous voulez savoir ce que c'est que le yoga, et en plus avoir un guide pratique, eh bien il faut lire Patanjali. C'est le livre qu'il vous faut. Après, la question, c'est quelle traduction il vous faut, quelle édition. Parce que voilà, c'est un texte très ancien. Le sanskrit, c'est pas toujours évident à traduire. Personnellement, je suis assez satisfait donc de celui que je vous ai mis dans la description, commenté donc par Cédric Métral.
parce qu'il cumule plusieurs traductions, donc comme ça au moins on ne peut pas se tromper, elles sont pratiquement toutes là. Et il fournit vraiment pas mal de commentaires. Sachant que parmi les commentaires, bon, il y a parfois des trucs, des ajouts un petit peu bizarres, puisque il ajoute, on va dire, celui qui commente ajoute une perspective occulte qui se rapproche de, je sais pas si ça se rapproche de Rudolf Steiner ou de l'école des théosophes, je sais pas, mais il y a des trucs qui sont rajoutés comme ça, mais c'est pas très important. Au final, les commentaires vraiment sont de très bonne qualité. Si vous voulez un livre sur le yoga et comprendre ce que c'est, vraiment c'est celui-là qu'il faut lire. Plus malin que le diable de Napoleon Hill, eh bien celui-là on en a déjà parlé, donc vous voyez la vidéo concernée. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est un livre situé quelque part entre développement personnel et leçons un peu métaphysiques, occultes. L'œuvre de Napoleon Hill a consisté à déterminer une philosophie de la réussite, et dans ce livre, eh bien, il écrit un dialogue qu'il aurait eu avec le diable pour lui faire avouer comment il mène les gens à l'échec. Who Paid the Piper, d'un auteur dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais c'est autour de la guerre froide. Je crois qu'il y a un sous-titre du genre en français, la guerre froide culturelle. Bref, pour l'instant j'en ai vu qu'une partie en fait, et je rechigne un peu à le continuer parce que il cumule tellement d'informations sèches qu'il est très lourd à lire. C'est pas un livre, il n'est pas écrit, il est pas difficile à lire, mais il est lourd quoi. Mais bon, je vais vous dire de quoi ça parle. C'est une enquête historique. C'est intéressant donc aussi pour ceux qui seraient amateurs d'histoire et qui s'intéressent à cette période. Des années, on va dire, je sais plus à partir de quand ça commence, si c'est les années 30 ou 40, mais puis ça couvre toute la période de la guerre froide, quoi. Sur comment les services secrets américains ont transitionné de l'OSS à la CIA, et par quels moyens ils ont pris le contrôle et façonné à leur guise la culture européenne du siècle dernier, tout en restant dans l'ombre. En tout cas du mieux qu'ils pouvaient. C'est un livre qui vous donne une idée de la portée réelle que peut avoir la propagande et de l'échelle d'influence qu'elle peut avoir quand on y met les moyens. Il va sans dire que ça donne de quoi réfléchir sur le rôle contemporain des médias et de la presse. Il va sans dire que quand on voit ce qui en a été fait déjà par le passé, ça donne de quoi réfléchir sur le rôle contemporain des médias et de la presse. The End of All Evil de Jeremy Locke, je crois qu'il s'appelle. Mais bon, c'est probablement un pseudonyme, pas son vrai nom. Enfin bref, il y a des théories qui circulent là-dessus sur Internet. Qu'est-ce que c'est? Alors, eh bien, je dirais que c'est une sorte d'essai anarchiste écrit dans un langage extrêmement simple et exposant des arguments très intéressants sur la nature malfaisante des formes d'autorité appelées gouvernement au cours de l'histoire humaine. Je vous en publierai une lecture audio quand j'aurai terminé de relire ma traduction, mais ça prend du temps, quoi. Pour l'instant, eh bien, si vous êtes anglophone, le livre se trouve gratuitement sur Internet. Normalement, vous pourriez le trouver sur YouTube, pour vous faire une idée de ce que c'est. Mais évidemment, puisque je prends la peine de le traduire, il va sans dire que je vais trouver le livre très intéressant. Enfin, petite recommandation finale, The Secret Teaching of All Ages de Manly P. Hall. Alors malheureusement, je crois qu'il n'existe aucune traduction de cet auteur, c'est dommage. À lire si vous voulez un tour d'horizon de l'ésotérisme en général, et augmenter votre culture à ce sujet-là. Manly Hall, c'était qui? C'était un Américain franc-maçon, mais d'une autre époque, hein, quand je dis franc-maçon, faut pas s'exciter, de très haut niveau, et qui a passé sa vie à donner des conférences sur toutes sortes de sujets ésotériques et enregistrés sur cassette. Elles sont faciles à trouver sur YouTube. Seulement voilà, vu que c'est des enregistrements cassettes, elles sont pas très audibles la plupart du temps. Bon. Donc voilà, je recommande pour les anglophones.